Bonjour et bienvenue à ce webinaire de la Société Santé en français intitulé Plaidoyer pour la santé, 3 retours d'expérience pour s'inspirer. Mon nom est Nathalie Boivin, je suis agente de mobilisation des connaissances et des communications à la Société Santé en français et je serai votre animatrice pour ce webinaire. Tout d'abord, une reconnaissance. Donc, je reconnais que je me situe sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples et lieu de la signature du traité de la Grande Paix. Je remercie les nations Mi'kmaq et Malécite pour leur hospitalité sur ces territoires non cédés. La Société Santé en français est l'hôte de ce webinaire. La Société Santé en français est un regroupement national dynamique qui a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français pour les communautés francophones et acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada. La Société est le point de rencontre de 16 réseaux régionaux, provinciaux et territoriaux, œuvrant à la concertation des partenaires intéressés à améliorer l'accès à des services de santé en français dans toutes les provinces et territoires où le français n'est pas la langue de la majorité de la population. 3 objectifs sont poursuivis par les webinaires, soit offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances, faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes et finalement favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Ce webinaire d'aujourd'hui est une suite au webinaire présenté en juin 2022 par Sarah Chaput, directrice du REFIPS, le Réseau francophone international en promotion de la santé. Ce webinaire portant sur le plaidoyer de la santé pour la santé avait suscité beaucoup d'intérêt et vous avez demandé qu'il y ait une suite au webinaire. Alors, Sarah Chaput a pensé à inviter 3 personnes, 3 panélistes pour partager leur expérience de plaidoyer pour la santé. Et ces 3 panélistes seront en compagnie de notre modérateur, M. David Martin-Milot. David Martin-Milot est médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive à la direction de la santé publique du CIS de la Montérégie-Centre. Il agit comme professeur adjoint à l'Université de Sherbrooke et est chercheur régulier à l'Institut universitaire sur la dépendance. Ayant développé une expertise en plaidoyer et en influence stratégique, il a participé à la création de l'outil en ligne pour rallier et celui du plaidoyer pour la santé développé en collaboration avec le REFIPS. De plus, David Martin-Milot est le président du conseil d'administration de Médecins du Monde Canada. Comme je disais tout à l'heure, il est en compagnie de 3 panélistes. D'abord, Aurélia Van Goot. Alors, Aurélia a une formation d'assistante sociale. Elle a complété un master en travail social et un certificat universitaire en santé mentale en contexte social, multiculturalité et précarité. Aurélia cumule des expériences professionnelles dans le secteur socio-communautaire, soit un restaurant social de Movenpick, la maison de quartier Bonne Vie ASBL, accompagnement individuel et collectif d'un groupe d'épargne collective et solidaire de candidats propriétaires. Depuis 2012, Aurélia est coordonnatrice logement au sein de l'association sans but lucratif Maison de quartier. Notre deuxième panéliste est Dr. Olena Zotova. Dès sa formation en médecine, Olena a été interpellée à agir face au fléau de maladies croissants liées à la crise écologique, tant au Québec qu'à l'étranger. On lui doit la fondation du Réseau d'action pour la santé durable du Québec. On lui doit également l'initiation d'un standard international de conférences médicales carboneutres et une contribution à la commission Lancet pour des villes durables en Chine. Olena se dédie maintenant à la recherche et la mobilisation interdisciplinaire. Elle poursuit une maîtrise en santé publique à l'université à Barcelone, où elle étudie les meilleures pratiques européennes en mitigation et adaptation à la crise climatique, secteur santé. Finalement, le troisième panéliste est Antoine Desilets.
Après une formation en études politiques appliquées à l'Université de Sherbrooke et une maîtrise en affaires publiques et internationales à l'Université d'Ottawa, Antoine a travaillé au gouvernement fédéral et à l'Université d'Ottawa. Depuis une quinzaine d'années, il œuvre au sein de la Société Santé en français, à la cause des communautés francophones et acadiennes en situation de minorité linguistique au Canada. Cette société vise à améliorer l'accès aux services de santé en français par ces communautés. Antoine y a occupé des fonctions de gestionnaire des relations gouvernementales, partenariat et gouvernance, et depuis avril 2022, il occupe le poste de direction générale à la Société Santé en français. Donc, un très beau panel. Avant de céder la parole à nos panélistes et aux modérateurs, un peu de logistique pour vous informer que vous êtes tous présentement en mode sourdine, mais que nous souhaitons ardemment vous entendre tout au long du webinaire. Vous pouvez donc communiquer avec nous par écrit en utilisant les boîtes de conversation au bas de votre écran, soit la boîte chat ou la boîte Q&R. Et de même, on va vous proposer quelques sondages interactifs qui sont anonymes et facultatifs, mais on vous invite fortement à y participer. Et parlant de sondages interactifs, voici 3 premières questions. On veut bien savoir qui est derrière l'écran aujourd'hui. Alors, voici les questions de sondage interactif. Un choix de réponse par question. Donc, dans un premier temps, d'où nous écoutez-vous aujourd'hui? Alors, vous cochez selon l'endroit où vous êtes, Afrique, Amérique, Asie, Canada francophone, Europe, Océanie, Québec ou autre. En faisant défiler la bande grise, vous pouvez accéder à la question 2. Donc, avez-vous participé au webinaire portant sur le plaidoyer en santé offert en juin 2022 par Sarah Chaput, directrice du REFIPS? Oui, non. Si autre, prière de compléter votre réponse en utilisant le chat. Et la dernière question, utilisez-vous le plaidoyer dans le cadre de votre travail? Oui, régulièrement, quelquefois, pas du tout. Vous ne savez pas exactement ce qu'est le plaidoyer ou autre. Alors, merci de répondre à ces 3 questions, puis cliquez « Soumettre ». Une fois que 70% d'entre vous auront répondu aux questions, nous pourrons afficher les réponses et question de savoir un peu qui est, comme je disais tout à l'heure, qui est derrière l'écran. Mais pour l'instant, on peut partager le fait que plusieurs profils de participants, donc nous avons des gens qui sont des professionnels de la santé, du monde communautaire. Ah, alors, d'où viennent nos participants aujourd'hui? Majoritairement du Québec à 73%. Et par la suite du Canada francophone et de l'Europe. Alors, bienvenue à tout le monde. Quant au est-ce que vous avez participé au webinaire précédent? Oh, majoritairement, non. Alors, c'est parfait et pas de souci, car vous pourrez avoir le lien du webinaire suite à ce webinaire aujourd'hui. Et utilisez-vous le plaidoyer dans le cadre de votre travail? Pour 49% d'entre vous, c'est le cas quelquefois, 22% régulièrement et 20% d'entre vous ne savez pas exactement ce qu'est le plaidoyer. Excellent. Je crois que le panel d'aujourd'hui va vous donner le goût d'utiliser cette stratégie du plaidoyer pour la santé. Alors maintenant, place à nos invités, David Martin, Olena, Aurélia et Antoine. À vous. Merci beaucoup, Mme Boivin. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui, aussi nombreuses et nombreux que vous êtes. Donc, aujourd'hui, on fait un partage d'expériences. On a 3 histoires captivantes qui vont nous être contées. De façon brève, on veut laisser de la place aussi pour la participation, pour votre participation, en fait, pour que vous puissiez poser vos propres questions à nos 3 panélistes également. Donc, en gros, la formule, ce sera 3 présentations d'environ 6 minutes de nos 3 panélistes, donc 1 par panéliste. Ensuite, il y aura des questions en panel que je pourrai poser à nos panélistes. Et ensuite, on aura au moins un bon 20 minutes
pour que vous puissiez justement poser vos questions. Comme le disait Mme Boivin, vous pouvez le faire via le chat, vous pourrez lever la main aussi, donc différentes modalités. Donc, pour ne pas prendre le temps de nos chers panélistes, je commencerai d'emblée avec Mme Aurélia Van Gucht, qui vient de la maison de quartier Bonne Vie à Bruxelles, qui va nous parler de l'accès au logement pour toutes et tous. Avec micro, Mme Van Gucht. Bonjour à tous et toutes. Je suis très heureuse d'être dans ce webinaire. Je voulais vous dire que c'est ma première expérience de webinaire à l'échelle internationale francophone et que quand j'ai commencé le travail communautaire à la maison de quartier Bonne Vie, je n'ai jamais imaginé que je serais parmi vous aujourd'hui. Alors, je vais vous situer le contexte que c'est la maison de quartier Bonne Vie. C'est une association sans but lucratif née il y a 47 ans. Suite aux travaux du métro qui avaient démoli le quartier et qui avaient eu pour conséquence l'expropriation et l'expulsion de nombreux propriétaires et locataires du quartier. Alors, Bonnevie se situe à Molenbeek, c'est une commune en périphérie du centre de Bruxelles. C'est un ancien quartier industriel et c'est une commune de transit qui fait partie de ce qu'on appelle communément le croissant pauvre de Bruxelles. Depuis une vingtaine d'années, ce quartier devient la proie des investisseurs et des promoteurs immobiliers grâce au soutien partiel de politiques régionales. En conséquence, le phénomène de la gentrification grignote le quartier et entraîne progressivement le déplacement des populations les plus pauvres au profit de classes sociales plus aisées. Les loyers explosent sur le marché locatif privé alors qu'on connaît une pénurie de logements sociaux, 8 à 9% du parc total de Bruxelles. 28% de la population molenbeekoise est non belge et l'on compte plus d'une centaine de nationalités représentées. Les habitants du quartier qui fréquentent Bonnevie sont pour la plupart issus de vagues d'immigration anciennes ou beaucoup plus récentes. Et donc, face à ces questions de logement, il y a une vingtaine d'années, on s'est dit, on n'a pas de solution au niveau du social, on est très démunis. Et donc, pour des publics pour lesquels on n'avait pas de solution, on leur a proposé de se réunir et pour réfléchir ensemble à qu'est-ce qui se passe et comment faire pour défendre ce droit au logement pour tous. De là est né le groupe Alarme, qui signifie Action pour le logement accessible aux réfugiés à Molenbeek. Les membres du groupe sont principalement issus de nos permanences logements dans lesquelles nous accompagnons individuellement dans leur quête d'un logement décent et financièrement abordable. Ils ont tous connu de graves problèmes de logement, insalubrité, surpopulation, menaces d'expulsion, etc. À notre invitation, sans toujours réaliser de quoi il s'agissait dans un premier temps, ils ont décidé de s'investir dans la défense du droit au logement pour toutes et tous, en collectif. Cet investissement dans le travail collectif est souvent le fruit d'une relation de confiance construite au travers de l'aide individuelle. Et c'est aussi un travail qui s'inscrit dans un processus à long terme. Mobiliser des personnes en grande vulnérabilité sociale, qui s'opposent souvent en victimes, est un travail de longue haleine qui demande beaucoup de patience, de modestie et d'énergie. Dans ce projet collectif, il s'agit tout à la fois de permettre à chacun de mieux comprendre la politique du logement menée à tous les niveaux de pouvoir, mais plus particulièrement au niveau communal, d'identifier l'origine des problèmes rencontrés pour être à même de réfléchir les solutions ensemble et de se mettre en capacité de les présenter au monde politique en vue d'obtenir des changements structurels. Le travail de réseau est un élément extrêmement important. On s'appuie sur des coupoles telles que le Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat et la Fédération bruxelloise unie pour le logement, dont nous sommes membres et avec lesquels nous sommes en interaction constante. Nos activités de plaidoyer, j'y arrive. Depuis l'an 2000, à chaque élection communale, Bonnevie et une association partenaire, l'ASBL La Rue, rédigent un mémorandum pour le droit au logement à Molenbeek. C'est un document qui révèle l'évolution des politiques menées dans la commune en matière de logement, leur impact positif et ou négatif, et qui identifie également de nouveaux besoins ou des besoins restés sans réponse. Nous réalisons ce travail, et c'est là la particularité,
en donnant également la parole aux habitantes qui se mobilisent dans nos associations pour défendre le droit au logement. Les résultats d'un point de vue individuel et collectif, les activités proposées construites à partir des questions et des priorités des participants permettent aux membres du groupe de retrouver une certaine estime de soi et une confiance en soi, de retrouver aussi un minimum de pouvoir d'agir, de valoriser leurs expériences personnelles, d'acquérir des connaissances, de développer de nouvelles compétences, de développer des solidarités entre pairs. Si les revendications sont entendues et mises en œuvre par le politique, le groupe développe également des sentiments de fierté liés à la valeur d'avoir participé à une action collective couronnée de succès. Alors, des exemples. Au niveau communal, on a connu la création d'un échevinat du logement, ce qui n'existait pas avant 2008. La création de logements de transit pour permettre la rénovation de logements insalubres. La création d'un hôtel social pour des personnes qui ont perdu leur logement de manière inopinée. Au niveau régional, la création d'un fonds de garantie locative accessible à toutes et tous, quels que soient les revenus. Et aussi la réalisation d'un film de fiction diffusé plus de 60 fois en présentiel et qui, grâce au REFIPS, est actuellement diffusé à l'échelle internationale francophone. Merci pour votre écoute et votre attention. Merci beaucoup, Madame Van Gust. On aura l'occasion de creuser encore plus sur certains aspects de votre belle mobilisation dans quelques minutes. Donc, on va passer au prochain panéliste, M. Antoine Desilets, directeur général de la Société Santé en français, sur l'accès aux services de santé en français. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Content d'être ici avec vous. Content d'avoir vu aussi que c'était beaucoup des gens du Québec qui étaient là aujourd'hui. J'espère vous en apprendre un peu sur la francophonie canadienne. J'ai intitulé ma présentation « Renforcer l'équité linguistique en santé, le plaidoyer pour des services en français au Canada ». C'est une courte présentation. J'essaie de m'en tenir dans mon temps. Je commence par vous présenter le contexte unique francophone canadien ici au Canada. Quand on pense aux francophones qui vivent en situation minoritaire, on pense à plus d'1 million de personnes distribuées dans 12 provinces et territoires. 1 million de personnes sur un territoire qui est essentiellement la grosseur de l'Australie. Quand on prend le Canada et on enlève le Québec, c'est un énorme territoire qui comprend des réalités extrêmement distinctes. Donc, évidemment, il y a des francophones qui vivent dans le cercle arctique. On a des francophones qui vivent dans des contextes extrêmement ruraux, des contextes éloignés. Certains vivent en milieu urbain. Bref, on a de tout, d'une grande variété au niveau de la francophonie. Pour ces gens-là, l'objectif de notre plaidoyer, c'est évidemment d'augmenter l'accès à des services de santé en français au Canada. La plupart des francophones, on pense des fois près du 2/3 des gens ont un accès qui est insuffisant et insatisfaisant au niveau des services de santé dans leur langue. C'est le manque d'accès à des services de santé dans sa langue, ça a plusieurs incidences qui touchent la qualité des services ou la sécurité des personnes, quelques je nommerai pas, je ne passerai pas sur tout ce qui est sur cette diapositive-là, mais essentiellement, on pense par exemple à des diagnostics qui sont moins fiables, à des options thérapeutiques qui sont limitées, des enjeux qui touchent le consentement. Au niveau de la sécurité des personnes, on pense à un risque accru de retour, de réadmission à l'hôpital, des enjeux qui touchent la prise de médication, des erreurs dues au manque de communication. Bref, la langue et la santé sont intimement liées et c'est essentiellement le travail de la Société Santé en français. Le grand défi, je reviens à ma carte ici, c'est que la Société Santé en français, avec son réseau de membres, a besoin de convaincre 12 systèmes de santé distincts. Donc, vous connaissez l'Organisation des systèmes de santé au Canada. On a essentiellement 13 systèmes de santé. Tout est géré au niveau provincial, territorial. Et donc, ça demande une certaine flexibilité de s'adapter à 12 contextes, environnements socio-sanitaires, contextes législatifs qui sont complètement uniques. Je vous montre ici le défi principal du plaidoyer qu'on essaie d'apporter. C'est essentiellement c'est souvent une question d'argent. En santé, on sait, c'est l'enveloppe budgétaire la plus importante au Canada. L'an dernier, on a dépensé pour l'entièreté de la santé, le fédéral plus les provinces, plus de 300 milliards de dollars en santé. Tandis que les programmes qui appuient les communautés de langues officielles en situation minoritaire, et ici j'entends les francophones dont je viens de parler, mais également les anglophones du Québec, reçoivent environ 40 millions par année, ce qui signifie que pour chaque 100 $ qui est dépensé en santé au Canada, il y a 1 sou qui s'en va aux communautés de langues officielles, anglophones comme francophones, dans 13 provinces et territoires. Donc, il y a vraiment un enjeu de David contre Goliath. À noter aussi, les communautés ici dont je vous parle, on représente plus de 5 % de la population canadienne. Donc, un petit écart à gagner qu'on espère un jour pouvoir combler ici.
Donc, notre plaidoyer, c'est un plaidoyer qui se fait en 3 phases essentiellement, donc pour augmenter l'accès à des services de santé en français. J'ai commencé en vous montrant que c'est un plaidoyer qui est reproduit 16 fois. Donc, on a 16 membres à la Société Santé en français. Ils sont tous des réseaux de santé en français provinciaux, territoriaux, régionaux, qui visent à engager des partenaires d'abord. Vous avez dans le petit pentagramme ici sur les 5 types de partenaires. Les gens qui sont familiers avec les approches de responsabilité sociale en santé vont le reconnaître. Le travail de plaidoyer est donc un travail en 3 phases. D'abord, il faut engager les partenaires, donc identifier qui sont les partenaires clés à chacune des 5 catégories qui sont ici, comment on leur amène la bonne information pour qu'ils comprennent le rôle qu'ils ont à jouer. Une fois que les gens sont convaincus, il faut s'engager dans une étape de structuration des capacités et des services. Souvent, les gens vont comprendre qu'ils peuvent avoir une contribution à l'enjeu, mais ne savent pas exactement comment le faire. Donc, ça demande un travail d'accompagnement spécifique, adapté aux partenaires. Une fois que les compétences existent au sein d'un organisme, la dernière étape, c'est la consolidation, c'est de s'assurer que ces gens-là, au sein de leur pratique interne, leur pratique régulière, intègrent ces nouvelles capacités-là à tenir compte des besoins des francophones. Peut-être nommer que chacune des phases ne remplace pas la précédente. On a toujours besoin de continuer l'engagement. Souvent, il y a des changements de personnel, des roulements au niveau de la gouvernance, des élections, etc. Parce qu'on a atteint une étape de consolidation avec un partenaire, ne signifie pas qu'on l'a atteint avec tous. Et donc, il faut le voir vraiment, 3 phases qui sont à répéter continuellement en parallèle l'une de l'autre. Voici quelques exemples de ce que ça change, le plaidoyer en santé en français. Donc, j'ai essayé de vous donner quelques exemples. Je ne passerai pas sur tout, mais j'emmène votre attention peut-être sur le plaidoyer auprès des gouvernements a permis dans une des provinces, à l'île du Prince-Édouard, d'intégrer sur la carte santé. Donc, quand les gens répondent à leur formulaire de carte santé, ils indiquent leur langue de service de préférence, ce qui permet une captation systémique des besoins des gens. Donc, essentiellement, la carte santé, elle est scannée sur des points de service, ce qui donne au gouvernement de l'île du Prince-Édouard une information où est-ce que les francophones utilisent leurs services, est-ce qu'ils utilisent différents types de services. Et ces données-là peuvent ensuite être utilisées pour faire une meilleure planification des services sur le terrain. Je peux mentionner aussi du plaidoyer au niveau des décideurs politiques, évidemment, donc du renforcement de leur capacité, entre autres par une plateforme qu'on a appuyée qui s'appelle OSI, sur leur capacité à servir des francophones. Où se trouvent les professionnels de la santé qui parlent français, quel type de service ils ont. Cette diapositive-là sera disponible également. Quelques leçons apprises, je pense que je vais passer rapidement. J'ai l'impression qu'on va probablement y revenir, mais essentiellement, dans l'expérience de la Société Santé en français, on réalise que ce qui nous aide, c'est une approche qui est partenariale, qui est ancrée dans la recherche de solutions. Ce qui nous aide, c'est d'avoir un cadre commun d'intervention, mais qui est flexible, donc adaptable par les membres d'organismes pour s'adapter à chacun à leur contexte. Ce qui nous a aidé beaucoup aussi dans le plaidoyer, c'est qu'on peut être la Société Santé en français, un point de contact unique dans le milieu de la santé au niveau national qui, après ça, peut mailler les gens avec des réseaux dans chacune des provinces et territoires. Puis l'adaptation, évidemment, de nos contenus à des publics ciblés. Quelques facteurs qui limitent un peu notre intervention, notre plaidoyer, les luttes intergouvernementales dans le secteur de la santé. Les gens qui sont du Canada comprennent qu'il y a une dynamique parfois tendue entre le fédéral et les provinces, entre autres sur le financement de la santé. On a vécu dans les dernières années une précarité du secteur santé dans la reprise post-pandémique. Je dis post-pandémique, je comprends qu'elle est encore là, mais on commence à y penser. Un appui ponctuel en lien aux priorités, ça ici, c'est souvent, on se rend compte qu'on reçoit du financement pour des choses qui sont très court terme et non pas sur un changement de long terme des systèmes de santé. Puis finalement, un certain paradigme qui fait que beaucoup du financement vise directement l'offre de services et non pas des approches de santé populationnelle. Je termine ma présentation en peut-être vous mentionner le plaidoyer ici. Pour moi, ce qu'on essaie de faire en santé en français, c'est d'inviter des gouvernements à prendre compte, à tenir compte des besoins d'une population spécifique, à développer une capacité qui est efficiente, qui apporte des changements dans le système pour mieux desservir cette population-là. Ultimement, c'est une approche qui est inspirée directement d'une approche de responsabilité sociale en santé, quelque chose qui prend du temps à s'implanter, mais je pense qu'il fait son bout de chemin. Moi, je vois beaucoup le travail qu'on fait à la société comme un brise-glace. On est en train d'ouvrir au sein de systèmes de santé cette compréhension-là que les boîtes qui sont bâties, les boîtes qui existent présentes doivent être adaptées, doivent avoir une meilleure compréhension des besoins. Puis j'ai bon espoir que notre travail va bénéficier, oui, aux francophones, mais ensuite à plein d'autres communautés au Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Desilets. Donc, une autre présentation fort intéressante.
comme vous avez pu voir dans le chat, n'hésitez pas non plus à vous présenter, à dire d'où vous êtes, de quelle perspective, enfin, vous nous joignez aujourd'hui. Donc, pour terminer, la troisième panéliste, on a Madame Docteur, en fait, Olena Zotova, donc du Réseau d'action pour la santé durable au Québec, et va nous parler d'empreinte écologique du système de santé. Alors, bonjour tout le monde. Merci encore d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour moi de vous présenter une initiative qui est quand même plus récente que celle que vous ont présenté Aurélien et Antoine. Mais tout de même, vous allez retrouver plusieurs des stratégies cruciales en plaidoyer. Et si ça vous intéresse, vous allez même pouvoir suivre l'avancement du sujet au cours des prochains mois et des prochaines années. Alors, je vais vous parler aujourd'hui du plaidoyer pour un système de santé durable au Québec. Et c'est en fait une démarche qui s'inscrit dans le cadre d'efforts internationaux de diminuer l'empreinte écologique associée aux soins et services de santé, qui a un impact sur la santé de nos patients à travers la pollution de l'air, notamment la contamination des environnements et d'autres impacts. Ça affecte la santé de nos patients, ça cause des maladies dans la communauté et c'est une contradiction directe avec notre mission de ne pas nuire à la santé en tant que professionnels de la santé qui œuvrent dans ces soins et services. Alors, face à cette contradiction, est-ce que je peux faire défiler? Parfait. Donc, par rapport à cette contradiction et par rapport au besoin de rallier les différentes professions de la santé et des services sociaux dans un effort commun pour la santé durable. Donc, c'est vraiment une vision de la santé holistique qui prend en compte les déterminants de la santé dans la communauté et non seulement pour les générations présentes, mais aussi celles à venir. Alors, nous avons fondé le Réseau d'action pour la santé durable du Québec en mobilisant plus de 25 organisations de la santé et des services sociaux, des associations professionnelles, des syndicats, des facultés universitaires également et d'autres qui représentent collectivement, là je pense qu'on est rendu à près de 200 000 personnes œuvrant en santé et services sociaux au Québec. Le réseau d'action en soi est basé sur une charte de revendications et parmi ces revendications, on parle d'un système de santé durable, donc un système de santé qui va prendre soin de l'environnement pour prendre soin de ses patients et sachant que les deux sont vraiment complémentaires. Alors, le fait clé ici qui nous pousse à œuvrer en plaidoyer dans ce domaine-là, c'est qu'au niveau canadien, si on met ensemble tous les systèmes de santé à travers le Canada, on émet à peu près 5% des gaz à effet de serre du pays. Alors, en fait, c'est comparativement à l'industrie de l'aviation, on dépasse l'industrie de l'aviation dans ce domaine-là. Alors, c'est un problème très concret. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est vraiment, ça nous crée un conflit moral, en fait, en tant que travailleur de la santé et des services sociaux. Donc, dans ce contexte-là, le but que nous nous sommes donné, c'est de mettre en œuvre un virage durable pour réduire l'empreinte écologique du réseau de la santé et des services sociaux du Québec, sachant que d'autres virages de la sorte sont entrepris ailleurs dans le monde, notamment au Royaume-Uni. Le système de santé a fait la promesse et a développé un plan d'action pour travailler vers la carboneutralité d'ici 2040. Et en termes d'objectifs concrets que nous nous sommes donnés au Québec, c'est au cours des 2 prochaines années de travailler vers l'adoption d'un plan d'action ministériel visant la carboneutralité, donc quelque chose de similaire à ce qui se fait au Royaume-Uni. Évidemment, pour mettre en œuvre des actions, on a besoin d'un budget. Donc, le prochain objectif, le changement souhaité, c'est d'allouer un budget et des ressources humaines bonifiées pour le virage durable du réseau. Ensuite, de mettre en place une plateforme de consultation et de recherche dédiée à ce virage durable, sachant qu'on a vraiment besoin d'une mobilisation d'une diversité d'acteurs qui travaillent dans le réseau de la santé, qui étudient le réseau de la santé et qui collaborent avec le réseau. Donc, vraiment pour avoir une approche participative et qui prend en compte les besoins des différentes parties prenantes. Et finalement, évidemment, nous avons besoin que ce soit un cadre législatif avec un suivi annuel
pour mandater, en fin de compte, la mise en œuvre de ce virage durable, sachant que c'est important pour la santé des patients, pour le bien-être de la population générale et pour l'amélioration continue du système de santé. Nous avons besoin que ce plan d'action soit mis en œuvre dans un monde idéal de façon obligatoire. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, il s'agit de définir le public cible, évidemment, comme pour ceux et celles qui avaient révisé le guide du plaidoyer qui a été développé par le REFIT. Donc, ici, vous allez voir que dans notre stratégie, nous visons surtout des actions politiques, donc de nous adresser à des députés, au ministre de la Santé et de l'Environnement et des partenaires clés que nous avons mobilisés. Donc, ce sont ces organisations qui font partie du réseau et des professionnels de la santé étudiants qui œuvrent dans le réseau. Concrètement, en termes d'action, donc en rafale, nous avons fait une campagne sur les réseaux sociaux, nous avons publié une pétition appuyée par un député d'opposition à l'Assemblée nationale du Québec, pour essayer de rallier des signatures de citoyens et citoyennes sur la plateforme officielle du gouvernement. Et aussi, nous avons lancé en parallèle une lettre au ministre de la Santé et des Services sociaux pour venir apporter ces 4 revendications. Nous avons fait aussi une conférence en ligne sous la forme d'un webinaire avec certains acteurs clés en y invitant aussi des médias. Et ça nous a ouvert la porte pour avoir des rencontres avec le ministère. Donc, nous sommes en processus de discussion, même si ces processus sont toujours plus lents que ce qu'on voudrait. En termes de retombées concrètes, et je vais finir là-dessus, jusqu'à présent, nous avons réussi à rallier des personnes et des organisations autour de cette mission-là. À travers les différentes actions, donc, on a réussi à avoir une certaine visibilité du message, tant dans les discussions, dans les différentes organisations, mais aussi dans les médias publics dans la province. Ça a ouvert la porte à des dialogues, comme je l'ai mentionné. Mais toutefois, évidemment, il y a des défis. Un des défis, c'est de faire participer des professionnels de la santé qui sont déjà épuisés par tout le contexte de la pandémie. Donc, de faire cette mobilisation-là, ce n'est pas facile et nous avons beaucoup, beaucoup de respect pour le travail que font nos collègues sur le terrain. Alors, comment est-ce qu'on balance le manque de temps et de ressources avec le besoin d'agir en prévention par rapport à des enjeux importants tels que la crise climatique? Et finalement, le passage du plaidoyer à la mobilisation collective. Donc, comme le disait Aurélien, la mobilisation, c'est quelque chose qu'il faut nourrir de façon continue. Et c'est ce à quoi on travaille dans le réseau d'action de façon active. Alors voilà, au plaisir de continuer la discussion et la réflexion sur ces sujets-là ensemble. Merci beaucoup donc, pour ce troisième récit fort intéressant sur le plaidoyer. Donc, on passera maintenant à une courte séance de panel, en fait, où que ce sera des questions dirigées aux différents panélistes. J'ai préparé mes questions. En attendant, en fait, je vous invite donc à utiliser les modalités qui ont été annoncées en début de séance pour pouvoir proposer vos propres questions dans le chat ou sinon un peu plus tard, dans une dizaine de minutes, avec main levée. Donc, je commencerai peut-être avec Olena. Justement, première question, ce serait quelles sont les leçons apprises, mais de la démarche en soi? Qu'est-ce qui est à faire, à ne pas faire? Bien, je dirais, tel que l'ont mentionné les autres panélistes, quelque chose à faire dès le départ, c'est vraiment d'identifier, une fois qu'on a identifié notre but, d'identifier quels sont les partenaires clés. Les partenaires clés qu'on peut rallier autour de nous et de s'asseoir ensemble et de bien définir comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble et comment est-ce qu'on peut essentiellement stimuler cette mobilisation nécessaire. Souvent, on veut atteindre un certain objectif très ambitieux de façon rapide, mais il faut être patient. Alors, comme on le voit, de naviguer des situations complexes, un contexte politique complexe, parfois, il faut vraiment être patient et courageux et ne pas lâcher prise, donc de ne pas se laisser décourager facilement. Et c'est vraiment dans la création d'une communauté d'action, je pense, qu'on trouve non seulement la force par l'action collective pour avoir des véhicules supplémentaires à notre message, mais aussi de pouvoir soutenir une motivation et une mobilisation, en fin de compte, qui va pouvoir nous amener à l'objectif qu'on s'est donné, même si ce n'est pas toujours dans les temps qu'on pourrait espérer. Et je serais curieuse d'entendre le point de vue aussi là, sur ces aspects et des autres panélistes.
Merci. Puis justement, le fait d'avoir créé un réseau d'action en soi le montre bien avec tout ce que vous avez pu atteindre comme objectif jusqu'à maintenant. Aurélia, est-ce qu'il y en a des quoi faire, quoi ne pas faire? Je l'ai souligné, hein, beaucoup de patience. Enfin, en plus, la particularité ici, c'est que je travaille avec des publics qui vivent en grande précarité. Enfin, principalement des ménages avec des familles, des grandes familles, qui sont vraiment dans l'idée de trouver un meilleur logement, à un meilleur prix, adapté, etc. Donc déjà, permettre à ces personnes de prendre conscience que la politique du logement, ben, c'est le résultat de volonté politique, c'est déjà tout un travail en soi. Et puis après, de dire sur quoi on peut agir et espérer obtenir un résultat. Ça prend énormément de temps. Excusez-moi. Le fruit, le film, par exemple, est le fruit de 15 ans de travail et d'action et de mobilisation. La question de la garantie, parce qu'on est parti des questions des gens à la base, et la question de la garantie locative était vraiment une question prenante et réelle. On a obtenu un fonds de garantie locative après 15 ans. Et ce n'est pas le travail simplement d'Alarme, c'est le travail de tout un réseau, voilà, ça prend énormément de temps. Donc, il y a à la fois le temps pour la prise de conscience que c'est important de se mobiliser. Déjà, le fait d'avoir fait quelque chose, même si on n'obtient pas de résultat. Donc là, je trouve qu'il y a l'effet qui se passe au niveau du groupe et de la santé mentale communautaire, de reprendre ce pouvoir d'agir. Qu'est-ce que je peux faire là où je suis? De rencontrer des pairs, donc de sortir de l'isolement. C'est au niveau individuel et c'est à l'échelle, c'est à une très petite échelle. Et en se ralliant alors avec des coupoles comme le Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat, ça finit par faire mouvement. Ici, on commence une campagne, comme les élections sont en 2024, on commence une campagne sur la baisse des loyers, sur la nécessité de baisser les loyers qui ne sont absolument pas régulés à Bruxelles. Très intéressant. Donc, sur des impacts qui peuvent être justement à long terme, qui peuvent prendre le temps. Il faut donner le temps, en fait, au plaidoyer pour ce faire, mais aussi peut-être pour nous rassurer, il y a des bienfaits chez les personnes mêmes qui sont mobilisées. J'aime beaucoup cet aspect-là. Merci beaucoup, Aurélia. Et Antoine, pour vous, ce serait quoi les bons, quoi faire de son apprise? Oui, merci. Je vais commencer par quoi ne pas faire, quelques points. Puis j'ai eu la chance de pouvoir prendre quelques petites notes pendant que mes collègues parlaient. Quoi ne pas faire? Je pense que des perspectives, souvent, ça peut être frustrant qu'on essaie d'importer des changements sociaux quand même fondamentaux, de voir le nombre d'obstacles, de voir la non-réceptivité à ces choses-là. Puis on peut facilement tomber dans de l'énergie négative, le blâme, les accusations, etc. De façon générale, surtout dans un domaine comme la santé qui repose de façon importante sur la connexion, les échanges entre plusieurs partenaires, c'est important de ne pas tomber dans le blâme, de ne pas tomber dans la critique. Je pense que si on veut, je mentionnais plutôt l'approche partenariale de la société, puis je pense que c'est vraiment quelque chose à faire. Il ne faut pas non plus ignorer les besoins changeants des publics qu'on dessert. Souvent, on peut bâtir des plaidoyers qui sont très bien adaptés pour une période donnée, mais on a vu que les besoins peuvent changer de façon importante dans des courts laps de temps. Donc, c'est important de garder en tête ces besoins-là et d'avoir des mécanismes pour aller bien s'assurer que les plaidoyers qui sont développés représentent effectivement les besoins de la population. Et puis, c'est important de ne pas bâtir ces plaidoyers. Puis ici, je fais référence à des concepts, je me souviens de mes cours universitaires, entre voir le monde tel qu'il est ou voir le monde tel qu'il devrait être. Souvent, on a tous une idée du monde tel qu'il devrait être et on essaie de bâtir des stratégies pour l'atteindre. Ça peut être souvent facile, quand on joue dans ces idées-là, de faire abstraction du monde tel qu'il est. Il existe souvent beaucoup de contraintes, d'impératifs, de systèmes d'incitatifs au sein de partenaires dont il faut absolument tenir compte. Je termine rapidement en disant quoi faire. Patience. Je pense que la patience est importante, surtout en santé. On cherche à faire des changements qui sont de long terme. Patience, surtout quand les décisions sont souvent prises dans un horizon court terme, quand on veut faire des changements qui sont plus longs.
Et puis, ne pas limiter quoi faire, il ne faut pas, je ne dirais pas par la négative, ne pas limiter la réflexion à ce qui est possible que maintenant. Puis ici, je veux dire, ce n'est pas parce que maintenant, il y a des appuis pour faire X qu'il faut se limiter à X et qu'il faut limiter notre réflexion à X. On essaie de bâtir le monde de demain. Et donc, il faut avoir une réflexion qui dépasse ce qui est possible maintenant. Les grands principes, j'espère que ça aide. Merci beaucoup. Seconde question, en fait, on creuserait un peu plus certains aspects qui ont été mentionnés. Je l'amènerais autour des approches participatives, donc de mobiliser les personnes, les publics cibles de notre plaidoyer, les personnes donc qui expriment souvent un besoin. Donc, c'est quoi les défis que vous voyez à ces approches participatives-là au niveau de la représentation des personnes, donc quels qu'ils soient? En fait, je commencerai peut-être par Aurélia qui a été qui a été généreuse en commentaire, en fait, sur ça jusqu'à maintenant. Il faut toujours s'assurer qu'on parle bien des questions des gens. Il faut aller là où se trouvent les gens. Et donc, partir de ces questions-là, apporter les éclairages, les connaissances qu'ils n'ont pas nécessairement sur la question du logement. Et puis, toujours vérifier qu'on n'utilise pas, qu'on n'instrumentalise pas non plus cette parole-là. Je pense que ça, c'est super important. De toujours vérifier que le groupe est en accord avec ce qu'on défend. Donc, il y a toujours cette position de l'institution et des membres, des participants au groupe, on va dire. Donc, ça, je pense que c'est un élément très important. Aussi, et ça rejoint la question d'avant, je dirais, ne rien promettre aux gens. On se met en marche ensemble. Il n'y a pas de garantie qu'on va réussir. Mais au moins, on aura fait quelque chose. Moi, c'est comme ça que je mobilise un petit peu les gens. Et je dois dire que par rapport aux participants au groupe Alarme, tous reviennent souvent, même là, j'ai eu l'expérience de quelqu'un qui est revenu que je n'avais plus vu depuis 10 ans et qui n'a pas oublié ce travail-là. Cette fierté d'avoir fait quelque chose, d'avoir participé à quelque chose. Mais ne rien promettre. Donc, garder cet équilibre. On a fait ça aussi dans le cadre d'un groupe d'épargne collective et solidaire pour la création de logements pour les grandes familles. Au départ, notre association n'avait aucune garantie que ça allait se faire. Mais on a toujours dit. Et puis, finalement, on y est arrivé. Et on a créé 14 logements pour des familles nombreuses avec des revenus faibles. Excellent. Merci beaucoup, Aurélia. Puis, rapidement, avant de lancer les questions en fait, du public, on enchaînerait peut-être avec Antoine et ensuite Aurélia. Oui, rapidement. Tu sais, la question d'engager les publics cibles, de mobiliser les publics cibles, elle est extrêmement importante. Puis je la prends un peu du contexte inverse. Qu'est-ce qui désengage les gens une fois qu'ils sont dans nos mouvements? Puis il y a plusieurs choses. Puis une des choses que j'aimerais nommer aujourd'hui, c'est souvent le sentiment de ne pas être capable d'en faire assez, de ne pas être capable de contribuer suffisamment, qui peut souvent être désengageant dans des causes comme des causes de changement, de transformation sociale comme on essaie d'apporter. Et donc, ce que ça suscite ça comme réflexion, c'est de s'assurer, pour bien mobiliser les gens, il faut s'assurer que le changement qu'on va leur demander est réaliste, est capable, est atteignable et puis qu'ils peuvent vraiment y contribuer. Je donne un exemple ici. On parle souvent en santé, en français, d'offre active. L'offre active, c'est l'offre directement des services dans les langues où il est disponible sans que la personne ait besoin de demander. Parce que souvent, ce qu'on se rend compte, c'est en milieu de santé, en situation un peu de panique, de stress, les gens ne veulent pas poser de problème, ne demandent pas leurs services dans leur langue et donc sont dirigés dans le canal automatique qui est en anglais dans les systèmes de santé anglophones. Et donc, l'inverse de l'offre active, c'est la demande active. Parce que ce qu'on se fait souvent dire, c'est que personne ne demande ses services en français. C'est un peu un cycle à briser parce que personne ne demande les services en français, parce que personne ne sait qu'ils sont disponibles et donc il n'y a pas de demande, donc il n'y a pas d'offre, etc. Et donc, on amène, une des questions qu'on se pose souvent, c'est comment on amène les gens à revendiquer ces services-là? Comment on s'assure que ces gens-là puissent les demander? Puis la solution à ça, ce n'est pas que tous les citoyens canadiens francophones deviennent des gens qui font leur propre plaidoyer dans ces systèmes-là. Parce que ça, c'est pas réaliste. Ça ne touche pas les vraies préoccupations des gens, qui est d'avoir des services de proximité, des services qui sont rapides. Fait que la demande active, on la voit plus, nous, j'ai mentionné la carte santé tantôt. Quelle approche systémique sont capables d'être bâties au sein des systèmes pour éviter
éviter ces choses-là? Ou comment est-ce qu'on engage des organismes comme, par exemple, des organismes comme la SSF à faire le travail de plaidoyer que les jeunes ne peuvent pas faire? Donc, un exemple de façon à nous que le changement qu'on cherche à atteindre soit réaliste et répond dans les paramètres de vie des jeunes. Puis ensuite, le deuxième morceau, ben, puis ça vient toucher un peu mon bagage de gouvernance. Ben, il faut engager les personnes qu'on veut desservir dans les systèmes de gouvernance qui prennent les décisions. Et ça, c'est absolument essentiel. C'est un grand défi qu'on a en santé. Souvent, les systèmes de gouvernance en santé, du moins au Canada, c'est des systèmes de gouvernance qui deviennent rapidement politisés et d'où il y a moins de place pour des communautés minoritaires. Et ultimement, ça prend des décisions, des systèmes qui n'incluent pas les groupes qu'on cherche à desservir, prennent des décisions qui n'incluent pas les groupes qu'on cherche à desservir. Donc, d'inclure les publics dans les systèmes de gouvernance. Je vais m'arrêter ici. Excellent. Merci beaucoup, Antoine. J'ai vu une main qui se lève, Aurélia. Je vais juste aller à Olena avant et ensuite, je vais. Bien, très rapidement, pour ajouter aux excellents points qui ont été mentionnés par les autres panélistes, quelque chose qui est absolument fondamental, c'est de renforcer les capacités des personnes pour l'action, essentiellement. Donc, beaucoup des publics cibles qu'on voudrait rejoindre avec nos actions ou qu'on voudrait mobiliser dans nos actions sont souvent, soit n'ont pas le temps, soit n'ont pas nécessairement les connaissances ou les compétences pour agir ou pour comprendre que c'est un enjeu important. Mais une fois qu'on est capable de les aider à acquérir ces compétences et à les mettre en œuvre, là, ça peut faire un déclic, puis ça peut vraiment aider à faire la mobilisation collective. Donc, souvent, quand on se donne un objectif disons, de longue haleine, un peu plus ambitieux, souvent, ça aide de commencer par des actions plus simples qui nous permettent de développer des compétences qui vont être essentielles pour, après ça, nourrir le longue haleine. Et non seulement les compétences, mais la motivation. C'est même une stratégie, là, ça s'appelle la création du changement ciblé. En anglais, Targeted Change Making. Si ça vous intéresse, il y a des publications là-dessus. Là. Donc, c'est vraiment d'utiliser une stratégie. Ah, moi, je suis motivée par les enjeux environnementaux. Je commence par faire quelque chose dans ma clinique. Je fais une petite action et par la suite, je peux passer à la prochaine étape et monter sur l'échelle de l'engagement de cette façon-là. Alors, voilà, donc vraiment d'avoir une approche basée sur le développement des compétences pour nourrir les efforts de longue haleine. Excellent. Merci beaucoup, Olena. Puis quelqu'un, justement, dans le chat mentionnait comment est-ce qu'on peut se former, comment est-ce qu'on peut former les personnes militantes dans le domaine. Bien, c'est un peu de l'auto-formation aussi, de commencer petit à petit, puis justement de partager les expériences avec les gens autour de nous. Excellent. Et Aurélia, vous avez levé la main rapidement avant qu'on enchaîne avec… Oui, juste, je pense que, en tout cas pour ce qui concerne notre travail, je pense qu'à la base, ça se construit sur une relation de confiance qui se passe plutôt en individuel dans le cadre de nos permanences logement. Et j'aimais bien ce que Olena disait là. Au début, c'était « mais pourquoi il n'y a pas de grand logement ?» Alors, on a été voir le président du logement social jusqu'au jour où finalement, on a rencontré la ministre du logement. Donc, c'est progressif, effectivement. Et ça se construit à la fois sur base des questions et des priorités des gens, mais aussi sur l'accessibilité des décideurs politiques. Alors, à l'échelle communale, c'est facile. Après, c'est relativement facile à Bruxelles de rencontrer un ministre. Mais voilà. Donc, et ça renforce la fierté, l'estime de soi, la confiance en soi, les compétences et compagnie. Merci. Merci beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé le commentaire aussi sur la nécessité de faire de façon itérative, justement, l'espèce de vérification de est-ce qu'on est toujours avec le bon contexte, avec les bons besoins, mais de le faire directement avec les personnes. Merci beaucoup. Donc, on enchaîne rapidement avec les questions du public. J'ai déjà quelques questions dans le chat. Je vais commencer avec ça. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions que vous voulez poser de vive voix, à lever la main. Donc, une première question qui vise Olena. Donc, on a plusieurs personnes dans le public qui viennent du continent africain. Donc, on nous demande, est-ce qu'il est possible d'élargir ou quelles sont vos réflexions sur l'élargissement de la plateforme de discussion ou d'un réseau d'action à des organisations africaines pour pouvoir organiser des partages et des retours d'expérience? Premièrement, je souhaite souligner le leadership de nos collègues sur le continent africain.
En tout cas, vous relevez vraiment des grands défis et c'est vraiment super de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et par la suite, actuellement, le Réseau d'action pour la santé durable du Québec rallie majoritairement les organisations du Québec. Cela dit, nous organisons des discussions parfois avec des partenaires à l'étranger aussi pour savoir si nous pouvons partager des expériences, des leçons apprises. Donc, peut-être que par la suite, au niveau de la coordination du webinaire, on pourrait faciliter l'adresse de contact pour nous rejoindre. Je ne suis plus à la coordination du réseau d'action, mais je peux faciliter le contact s'il y a intérêt. Cela dit, je note aussi que du côté du REFIPS, il y a la volonté d'organiser plus d'échanges et de partage d'expériences. Donc, peut-être que ça serait une belle occasion d'apprendre aussi entre autres organisations qui pourraient être même potentiellement plus pertinentes à vos efforts concrètement dans les projets que vous souhaitez entreprendre. Merci beaucoup, Elena. Une question à qui veut bien apprendre, donc c'est par rapport aux formations. Comment est-ce que vous êtes formé ou comment est-ce que vous avez appris sur des techniques ou des approches de plaidoyer, que ce soit des formations formelles, que ce soit des formations maison? Je vais m'essayer, ça va être court par contre ici. Je pense que je ne sais pas s'il y a une école formelle du plaidoyer. Je pense qu'ultimement, ça vient vraiment dans une capacité à créer des liens avec les gens, là. Je dirais que c'est l'école de la vie en bonne partie. Moi, j'ai eu la chance, pour ce qui est du plaidoyer, j'ai eu la chance pendant une bonne partie de ma carrière de suivre les gens un peu derrière eux, écouter, voir un peu la façon qu'ils pouvaient convaincre, m'inspirer aussi des succès que j'ai pu voir ailleurs. Donc, quand quelqu'un réussit à faire quelque chose, comme d'aller approcher la personne, de ne pas hésiter à poser des questions, aller chercher des trucs. Simplement d'être curieux sur les succès des autres et puis d'observer ce qui fonctionne. Je pense que en partie, ça peut apprendre énormément. Mais bon, autant est-ce que le plaidoyer fait une partie assez importante de ma vie, autant est-ce que je me considère certainement pas un expert en plaidoyer. Donc, question intéressante. Merci, merci. Merci de la poser. Ça me fait réfléchir à comment on s'est rendu là. Excellent. Aurélia, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui? Avec le micro, s'il vous plaît. Oui, je dirais un peu, je rejoins ce que dit M. Désilets. Moi, je me suis formée sur le tas. Et je pense que c'est plutôt mon indignation face à des situations qui m'ont encouragée au plaidoyer. Aussi, encore une fois, avec le réseau, avec une équipe qui est aussi dans cet esprit de on a besoin de justice sociale. Je pense qu'il y a une question à se faire confiance là-dedans, à faire confiance aux gens avec qui on travaille, qui ont des choses à dire. D'abord, être fort à l'écoute de ce que disent les gens et de dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et puis aussi faire confiance à la créativité, à la vie, aux rencontres qu'on fait. Le film qu'on a réalisé, ce n'était pas quelque chose de prévu quand j'ai commencé il y a 15 ans et plus maintenant avec les membres du groupe Alarme. Excellent. Merci beaucoup. Oui, Antoine. Je rajoute simplement une phrase parce que je pense que Mme Van Hout a touché absolument à ça. Ça prend une passion pour faire un bon plaidoyer. Il faut croire à notre message. On ne peut pas, souvent en anglais, on dit « fake it till you make it ». En plaidoyer, ça ne fonctionne pas. Il faut absolument y croire au message qu'on essaie de véhiculer. Et donc je pense que ça, c'est un bon point de départ. Puis l'indignation me parle beaucoup aussi. L'indignation est une force. C'est de l'énergie gratuite que notre cerveau nous donne. Il faut l'utiliser à bon escient. Là. Excellent, merci beaucoup. Genre, le fait qu'on apprenne, puis je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est comme ça que j'ai appris le plaidoyer aussi à l'école de la vie, disons, mais ça permet aussi de dire que tout le monde peut devenir un expert en plaidoyer à sa façon. Il y a plein de façons de faire du plaidoyer aussi. Ça demande aussi une approche réflexive, un regard sur soi, sur nos pratiques. On nous pose aussi dans le chat la question, comment est-ce que vous avez géré l'évaluation de vos expériences de plaidoyer ou le regard que vous avez porté sur l'évolution de ce plaidoyer-là? Encore une fois, formel ou informel? Est-ce que quelqu'un veut se lancer pour la réponse? Moi, je peux me lancer. Au niveau donc du réseau d'action, nous sommes une organisation assez jeune. Donc, en fait, ça fait
depuis le mois de mars dernier que nous existons, donc ça va faire 1 an bientôt. Alors, nous sommes en plein développement justement d'une démarche d'évaluation qui devrait être mise en œuvre éventuellement. Au niveau de l'action de plaidoyer concret, disons, les rudiments d'une approche d'évaluation, ça serait de voir combien de personnes nous avons réussi à rallier dans cette action concrète, quelles ont été les retombées, notamment la visibilité dans les médias, etc. Et avec les ressources que nous avions, donc la portée que nous avons réussi à avoir avec nos actions. Mais évidemment, de façon plus formelle, ça serait, il est vraiment optimal de prendre le temps depuis le début de l'action de plaidoyer, de développer une démarche d'évaluation. Je dirais, nous, en lien avec les ressources et le temps assez limité du réseau d'action, nous n'avons pas encore été en mesure d'établir, disons, une démarche vraiment beaucoup plus exhaustive. Mais j'ose espérer qu'avec le développement du réseau, ça va être mis en œuvre davantage. Merci beaucoup, Elena. Antoine? L'évaluation du plaidoyer, on peut le voir au niveau micro ou au niveau macro. Là. Au niveau micro, c'est-à-dire comment est-ce que dans l'interaction directe, on peut améliorer les messages. Ça, je pense que ça a été mentionné tantôt, ça prend, je pense, une bonne lecture de soi, être capable de faire une introspection sur ces choses-là, d'aller chercher du feedback des équipes, des gens qui nous encourent. Ça, c'est peut-être l'évaluation très micro là, du plaidoyer. Mais ultimement, le plaidoyer, pour moi, il faut le voir dans un objectif plus large d'évaluation. Le plaidoyer, c'est une étape d'un plus grand projet. Le plaidoyer, c'est une action qu'on pose pour atteindre un objectif et pour atteindre des résultats. Je pense que ça peut être sur l'évaluation macro du plaidoyer, bien, ça doit s'inclure, je pense, dans une évaluation plus large des projets et des programmes qu'on cherche à mettre en place, à savoir est-ce que ça atteint les résultats visés, est-ce qu'on est capable d'avoir des démonstrations d'impact et avoir des bonnes données. Donc, deux façons peut-être de voir le plaidoyer là, ici au niveau de l'évaluation. Excellent. Aurélia, un commentaire ou je pose une autre question? Petit commentaire, donc moi je pourrais dire, s'il n'y a pas eu d'évaluation vraiment formelle, il y a quand même le fait que les gens qui ont participé à ce groupe se sont stabilisés en matière de logement et à un moment donné, ils n'ont plus besoin du groupe. Mais certains d'entre eux restent engagés alors qu'ils sont entre-temps devenus propriétaires. Certains sont devenus propriétaires. Donc ça, je pense que c'est quand même un critère. Et puis qu'on a obtenu des changements structurels qui ne résorbent pas la crise du logement, mais il y a un hôtel social, il y a des logements de transit. Et aussi, les gens, je pense qu'ils se défendent mieux quand ils sont confrontés à des propriétaires abusifs, ou ils vont aussi aller expliquer à d'autres. Et donc, ça, je pense que ce sont quand même des critères d'évaluation. Voilà. Merci beaucoup. Vous allez voir défiler dans la fenêtre de clavardage un sondage d'évaluation en fait, de la séance. Donc, je vous encourage à l'utiliser et à nous dire ce que vous avez pensé de la séance, s'il vous plaît. Ah ben, il apparaît tout simplement. Ensuite, donc, une dernière question peut-être, en fait, un commentaire puis une question. On a eu une question qui était de comment réussir un plaidoyer dans un pays comme le Bénin sans l'appui des organisations défendant la même cause. Il y a des initiatives extrêmement intéressantes de plaidoyer qui se font sur le continent africain. Chez nous, avec Médecins du Monde, dans le réseau international, on en voit plusieurs aussi, on en accompagne plusieurs aussi dans différents pays. Je vous encourage à aller voir dans le guide du REFIPS sur le plaidoyer, il y a un fascicule, donc un exemple de l'utilisation du guide dans un contexte africain, bon, c'est sur Ebola, mais on voit justement la mobilisation de différents acteurs dans un contexte comme celui du continent africain. Peut-être pour terminer, une toute dernière question, qui est une reformulation d'une question qui était dans le chat de Mme Chénier. Donc, comment est-ce qu'on peut rassembler, faire cohabiter différents intérêts très distincts, disons, d'acteurs sectoriels, de différentes organisations, de représentants aussi d'organisations collectives. Comment est-ce que vous avez pu faire cohabiter ça ou trouver une voie commune, disons, à des personnes venant de contextes fort différents? Si je peux me lancer rapidement dans les minutes qui restent. C'est toujours un défi. Donc, c'est un défi, je pense, auquel il faut penser depuis le départ et de penser au risque que certaines priorités soient en conflit
non seulement avec l'objectif collectif qu'on se donne, mais aussi entre les différentes organisations et partenaires qui pourraient être mobilisés. Donc, c'est de voir initialement quelles organisations, quels partenaires sont motivés à agir par rapport à une cause spécifique et quelles sont les raisons qui les poussent à agir par rapport à ce problème. Et les raisons peuvent être très, très différentes. Donc, dans notre expérience, pour avoir travaillé avec des syndicats, ont des raisons très différentes de se mobiliser par rapport aux enjeux environnementaux que des facultés universitaires. Mais quand on met ces gens-là ensemble, ça peut être un défi de les rassembler autour d'une même table. Alors, ce sont des dynamiques qu'il faut naviguer avec diplomatie et de toujours essayer de trouver le fil commun qui nous relie dans ce réseau d'action-là. Sachant que parfois, il va y avoir des désagréments, mais de ne pas faire en sorte que ce soit un facteur limitant la mobilisation, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a certaines actions qui vont réussir à rassembler tout le monde, d'autres qui ne vont pas rassembler tout le monde à chaque fois, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas coexister dans un même réseau d'action et apprendre tous ensemble des démarches que nous sommes en train d'entreprendre. Merci beaucoup, Olena. Une dernière réponse, côté d'Antoine ou Aurélia? Très rapidement, je pense que ça, c'est un défi assez courant. Et puis, vous comprenez, dans un réseau aussi avec 16 membres, c'est pas toujours tout le monde qui est d'accord sur tout. Là, puis je pense que ça fait partie de la vie. Ultimement, c'est de s'assurer qu'on a des espaces de concertation qui sont efficients, qui fonctionnent bien, puis qui permettent vraiment la mise en commun des différentes perspectives. Parce que souvent, quand on parle de différentes opinions ou différents points de vue, on regarde souvent le même objectif, mais avec différentes lentilles, de différents angles, puis avec différentes structures d'incitatifs selon les milieux dans lesquels on est. L'objectif du réseautage, entre autres, à la Société Santé en français, c'est vraiment la mise en commun des partenaires qui puissent échanger directement entre eux puis mettre en lumière ces questions-là. Puis peut-être une dernière idée ici, on peut regarder les différents objectifs, les structures incitatifs. Avant de changer des organismes, il faut changer des gens. Puis je pense que ultimement, comme Jean, moi, ma réalité, mon expérience en santé, c'est que peu importe d'où ils viennent, peu importe le profil, tout le monde qui travaille en santé a un objectif, c'est d'offrir des bons services, de bien servir la population, puis de faire le mieux possible pour les gens. Je pense que comme personne, on peut se rattacher au moins à cet objectif-là, puis après ça, faire son bout de chemin au niveau structurel et organisationnel. Et le mot de la fin pour Aurélia? C'est bon? J'allais dire, c'est la convergence des luttes, parce que la santé, le logement, etc., tout ça, ça va ensemble. Mais effectivement, on manque de temps, on manque d'argent, on est tous pressés comme des citrons, bref. Mais on fait ce qu'on peut, quoi. C'est vrai. Mais merci. La convergence des luttes, je pense que c'est une bonne expression. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. On a pu voir que, justement, le plaidoyer permet de répondre à des besoins qui sont nommés au quotidien, des besoins d'urgence, mais des besoins aussi pour des réponses qui sont à long terme et qui sont fort nécessaires. Il y a plusieurs bienfaits pour les individus dans le processus, la fierté, le développement de connaissances, de compétences. Il y a des bienfaits aussi de façon plus large. Puis, le plaidoyer prend du temps. Et il faut garder en tête que le contexte peut évoluer, que le processus aussi transforme les individus qui en font part. Donc, mais ça vaut vraiment la peine avec le plaidoyer. On peut faire la magie, même quand on a des ressources extrêmement limitées. Donc, un grand merci au REFIPS, un grand merci aussi à la Société Santé en français pour ce plaidoyer-là. Donc, merci de compléter, de remplir l'évaluation et on se dit peut-être à une prochaine fois. Alors.